Ça fait 50 ans que nous connaissons le dérèglement climatique, en tout cas que la communauté scientifique s'accorde pour dire que c'est une réalité. Et pour autant, lorsqu'on regarde nos performances en la matière, on sait que ce mot performance est assez important dans notre modèle, force est de constater qu'on est très loin du compte. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, vous les connaissez tous, mais peut-être simplement pour regarder très rapidement en arrière, nous étions persuadés en 2014 et 2016 que nous avions atteint le pic des émissions de CO2. Ça n'a absolument pas été le cas, puisqu'elles sont reparties au galop en 2017 et 2018. L'année 2017 était d'ailleurs aussi une année d'augmentation de CO2 pour la France, donc ça ne concerne pas que les autres. Nous connaissons bien évidemment un effondrement sans précédent de la biodiversité. Là encore une fois, vous connaissez tous les chiffres. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur un élément qui me paraît absolument essentiel, extrêmement intéressant. Les scientifiques se posent aujourd'hui la question d'un changement d'époque géologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un changement d'époque géologique? Ça veut dire passer durablement dans un nouvel environnement. Un nouvel environnement, donc bien sûr une atmosphère complètement transformée avec plus de CO2, mais pas que. Des microplastiques présents absolument partout sur Terre et dans les océans, des océans qui s'acidifient, la montée des eaux, la disparition des glaces, vous connaissez tous ces éléments aussi bien que moi. Alors, c'est quand même assez étonnant d'imaginer que l'activité humaine est à la base d'un changement d'époque géologique. On ne rentre pas dans une nouvelle époque géologique comme on rentre dans un moulin, vous l'imaginez. Nous sommes actuellement dans l'Holocène, très rapidement, ça fait 10 000 ans, c'est la plus courte époque géologique. Une époque géologique, généralement, ça dure entre 3 et 25 millions d'années. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui se passe de façon récurrente. Et en 300 ans, nous avons quand même réussi cet exploit, et je pense que c'est important à avoir à l'esprit, à modifier de façon irréversible notre environnement. C'est quand même extrêmement étonnant. Alors je vais me permettre de citer Geneviève Ferron, qui a écrit dans son livre Le crépuscule fossile, que je vous recommande d'ailleurs chaudement. Ça fait penser un petit peu à l'Ubermensch, hein, le surhomme, le surhumain de Nietzsche, qui est capable de tout maîtriser, en tout cas le croit-il, mais qui est aussi capable de tout écraser sur son passage. Alors simplement, pour Nietzsche, c'est une façon de donner, l'Ubermensch, une façon de donner un sens à notre présence sur Terre. C'est un accomplissement en fait. Quel bel accomplissement, je ne sais pas ce que vous en pensez, que de tout détruire sur notre passage. Alors, face à ce constat, qui je pense aujourd'hui est relativement admis, en tout cas dans la communauté scientifique, mais même chez les citoyens, je pense qu'il y a quand même des choses qui nous montrent que tout le monde est relativement d'accord avec ça. Moi, j'ai un petit jeu. Alors, vous allez voir, je passe des week-ends absolument formidables. Je lis les rapports RSE. Alors, c'est assez marrant parce que dans les rapports RSE, en fait, tout va bien. Là, je me dis, mais c'est dingue, en fait, mais pourquoi je m'inquiète? Finalement, ça va, hein, on est bien, hein, on a des ambitions, 2030-2050, on va respecter nos objectifs. Bon, la réalité, bien sûr, vous imaginez, c'est pas exactement comme ça que je la conçois. Je me suis amusé à regarder un petit peu les engagements qui étaient pris au début des rapports RSE, les années 2000-2010. Souvent, l'horizon d'objectif c'était 2020. On arrive en 2020, je vous le donne dans le mille, on est très très loin des ambitions qui avaient été affichées à l'époque, qui étaient les bonnes ambitions d'ailleurs. Et c'est pareil pour les États, hein. Je ne veux absolument pas cibler particulièrement les entreprises, les États c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on nous dit, vous inquiétez pas, nous avons des ambitions, nous avons des objectifs, 2030-2050, le GIEC nous le dit, je vais y revenir, nous allons respecter ces objectifs. Moi, je vois deux problèmes qui font qu'a priori, enfin en tout cas, je suis un petit peu sceptique sur notre capacité, sur leur capacité, je veux dire notre capacité, à atteindre ces objectifs. C'est très difficile de trouver derrière ces objectifs des plans d'action, une feuille de route. Bon, on ne peut pas avoir d'objectifs sans feuille de route derrière. J'ai beaucoup de mal à titre personnel à trouver ces feuilles de route. Je ne suis pas sûr qu'elles existent. En l'occurrence, je crois que pour les objectifs qui avaient été fixés il y a 10-15 ans, il n'y avait pas de feuille de route. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas le résultat. Le deuxième élément qui me rend un petit peu sceptique, c'est qu'il n'y a pas de contraintes. L'État donne certaines contraintes, mais il n'en donne pas beaucoup. Et puis par ailleurs, il n'y a pas de contrainte de marché. Libre à nous de mentir sur mentir sur un rapport RSE, sur nos objectifs. On peut se donner des objectifs très ambitieux en sachant très bien que nous ne pourrons pas les atteindre. Personne ne va nous sanctionner. Pour une entreprise cotée, le marché ne va pas les sanctionner. Imaginez pareil pratique sur un rapport financier où l'on mentirait sur nos ambitions, nos objectifs. Je pense que ce serait un petit peu différent. Alors, pourquoi est-ce que
ces objectifs 2030-2050 sont importants. On va revenir un petit peu sur le rapport du GIEC, je suis sûr que vous l'avez tous lu. Pour atteindre les 1,5 degrés, il faut réduire de 50% nos émissions de CO2 à 2030, réduire de 100%, donc atteindre la neutralité carbone en 2050, puis être en émissions négatives, comme ça qu'ils appellent ça, donc soit grâce à la plantation d'arbres, donc de façon naturelle par la forêt et les océans, même s'ils arrivent un petit peu à saturation, soit grâce à l'innovation technologique. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre monde toujours aussi pétrodépendant, avec une croissance démographique toujours aussi, non pas folle, mais en tout cas une croissance démographique qui nous amènerait vers 10 milliards d'habitants. Nous sommes déjà 7,7 milliards d'habitants. J'ai l'impression qu'on a passé les 7 milliards il y a très peu de temps, mais on a a priori un besoin d'action qui est extrêmement important. Et c'est plus 1,5 degré, a priori, il y a peu de chances finalement qu'on les atteigne. Aujourd'hui, la dynamique est plutôt sur du plus 4 degrés. Ce qui est relativement inquiétant, ce n'est pas uniquement pour Madame Michu qui va devoir s'acheter un climatiseur pour son 3 pièces. La question, ce n'est pas celle du confort. C'est certes celle des immigrations massives, vous les connaissez tous, mais aussi celle des rendements agricoles. Demain, la question des plus 4 degrés, c'est comment est-ce qu'on va faire pour nourrir tout le monde, mais nous aussi, nous Français également. On parle de canicule à plus 55 degrés, enfin oui, plus à 55 degrés bien sûr, dans l'est de la France. On a eu cet été un bel exemple de ce que cela pouvait donner à seulement 42 degrés. Donc, ce n'est pas une question de confort, c'est bien une question de survie. Et on ne parle pas de ça pour dans 300 ans, comme souvent, moi, ce que j'entendais quand j'étais petit, c'est pour les générations futures. Non, mais ce n'est pas pour les générations futures, c'est pour maintenant, et d'ailleurs, pour la majorité d'entre nous dans cette salle. Peut-être pour dans 30 ans. C'est ce que nous dit d'ailleurs les théories de l'effondrement notamment. Mon temps a disparu, donc pardon hein, si je dépasse un petit peu. C'est ce que nous dit la théorie de l'effondrement. C'est pour dans les 10 ans à venir. Alors je ne sais pas si c'est aussi catastrophiste, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vient a priori assez vite. Alors souvent on me dit de ne pas dire ce genre de choses parce que ça fait peur. Ça fait peur et la peur est bloquante. Et aujourd'hui on a besoin de quoi? On a besoin d'action. Mais c'est bien quelque chose de bloqué aujourd'hui, en tout cas à mon sens, de scléroser, c'est plutôt notre modèle et son incapacité finalement à changer. Preuve en est sur les émissions de CO2, l'effondrement de la biodiversité, etc. En faisant appel finalement à ces théories de l'effondrement, effondrement civilisationnel, voilà, bon, vous connaissez ça, finalement je pense qu'on peut faire appel en quelque sorte à notre instinct de survie. Alors bien sûr, hein, la disparition n'est pas immédiate, malgré tout, l'instinct de survie c'est quand même ce qui va nous faire agir le plus rapidement possible. Et je pense que c'est un levier d'action aujourd'hui. Donc faire peur en quelque sorte, c'est un levier d'action. Alors, ok, un levier d'action, mais pour quelles actions? J'ai lu un article complètement par hasard de Simon Le Fur, que je ne connaissais pas, Aventure Bio, fondateur d'Aventure Bio, qui nous dit, finalement, pour agir, il faut remettre en question nos projets entrepreneuriaux, nos projets de vie, nos projets professionnels, et se poser la question, j'aime beaucoup l'expression, mon projet est-il collapse ready? Alors, je suis plutôt francophone, donc j'aurais plutôt envie de dire effondrement compatible. Est-ce que mon projet, dans un monde à plus 4 degrés, il est toujours viable? Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y aura plus rien. On devra toujours répondre aux besoins des humains. Hein. On peut reprendre la pyramide de Maslow. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité devront toujours être satisfaits. Il y aura toujours un marché, pour utiliser un terme actuel, pour ce type de besoins. Donc lui nous dit, si votre projet il est compatible avec ces étages en fait, de la pyramide de Maslow, et qu'en plus, il est compatible avec un monde à plus 4 degrés, où il ne faudra plus émettre de CO2 dans l'atmosphère, où il faudra protéger la biodiversité, alors effectivement, on aura une chance de se mettre en action. En tout cas, à titre personnel, c'est peut-être la dernière chose qui me rend encore optimiste. Je vous remercie.